La maison du malheur. Caroline et Nicolas Dupré parcourent les grandes pièces vides d'une maison située à proximité du village de Soisy-la-Forêt dans l'Oise. Nicolas Dupré, 35 ans, cadre commercial dans l'automobile, a tout de l'homme jeune, dynamique. Caroline, 30 ans, est une jolie blonde, mais elle a on ne sait quoi, d'effacée et même un peu fragile. Nicolas lui désigne un emplacement dans la pièce principale. « Hey, je verrai très bien le canapé ici. » Caroline Dupré a un mouvement involontaire du corps. « Ne montre pas cet endroit, tu sais bien que c'est là qu'on a retrouvé la malheureuse. »« Ah non, tu ne vas pas recommencer. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. » Nicolas Dupré pose ses deux mains sur les épaules de sa femme et lui parle comme à un enfant. « Écoute, Caroline, c'était justement à cause de ce meurtre que nous pouvons avoir cette maison. 15 millions. Tu te rends compte? Elle en vaut presque le double. Personne ne voulait l'acheter à cause de cela. » Caroline Dupré regarde son mari avec des yeux craintifs. À Soisy-la-Forêt, les gens l'appellent la maison du malheur. Les gens sont idiots. Quel malheur veux-tu qu'il nous arrive? Caroline se tait. Ce n'est pas elle qui décide dans le ménage. Elle sait bien qu'il est inutile d'insister. Pourtant, des idées affreuses l'obsèdent. Il y a 6 mois, le 16 janvier 1962, un drame sanglant s'est produit à cet endroit même. Le propriétaire précédent a égorgé sa femme au cours d'une dispute. Il est en ce moment en prison où il attend d'être jugé. Et Caroline a beau faire, elle a beau se raisonner, elle ne peut pas s'empêcher d'avoir peur. 16 janvier 1963. Les Dupré sont installés depuis 6 mois dans leur maison de Soisy-la-Forêt. Les craintes de Caroline se sont révélées vaines. Nicolas a beaucoup de goût pour la décoration et il a su aménager l'intérieur d'une façon charmante. Elle s'est même occupée du jardin, elle-même en fait s'est occupée du jardin et en a fait un endroit ravissant. En ce jour d'anniversaire de l'assassinat, la maison du malheur n'a jamais si mal porté son nom. Elle est magnifique. Ce soir-là, les Dupré dînent avec Juliette, la sœur de Caroline. Le repas est sans histoire. Juliette prend congé vers 10 heures, car la route est assez longue pour entrer à Paris et il y a du verglas. Caroline et Nicolas sont sur le point de se coucher lorsque l'on sonne. Caroline passe la tête à la fenêtre. Ce sont les gendarmes. « Madame Dupré, il faut que vous veniez avec nous. Votre sœur a eu un accident. » Caroline pousse un cri. « C'est grave !»« Oui, madame, c'est grave. » Dans la voiture de gendarmerie, Caroline se serre contre son mari. Le trajet n'est pas long. 2 kilomètres plus loin, on distingue des lumières clignotantes sur la route. Un des gendarmes se tourne vers la jeune femme. « Il va vous falloir beaucoup de courage, madame. » Comme un automate, Caroline Dupré sort du véhicule et suit le gendarme. Une civière est posée près de la voiture de Juliette, transformée en amas de ferraille. Un des gendarmes soulève la couverture. Juliette est morte. Mais de quelle manière? Elle a eu la gorge tranchée. En ramenant sa femme anéantie, Nicolas Dupré, tout en étant bouleversé par cet affreux malheur, a une pensée. Pourvu que Caroline ne fasse pas le rapprochement. Le même jour que le meurtre, Juliette égorgée, elle aussi. Pourvu que Caroline n'en rende pas responsable la maison du malheur. Car si c'est le cas, la vie va devenir tout bonnement impossible.
16 janvier 1964. Vous l'avez bien compris, 1 an jour pour jour après. Caroline Dupré est seule dans la maison de Soisy-la-Forêt. Dehors, il fait un temps épouvantable, il neige par rafale, le vent se déchaîne. Il est 4 heures de l'après-midi et il fait déjà nuit. Depuis la mort de sa sœur Juliette, 1 an jour pour jour, donc plus tôt, Caroline Dupré vit un enfer. Elle est sûre maintenant que sa première intuition ne l'avait pas trompée, que leur maison est maudite. Nicolas ne l'a pas écoutée et Juliette est morte par sa faute. Tout de suite après l'enterrement de sa sœur, elle a essayé de convaincre Nicolas de quitter la maison. Elle a supplié, elle a crié, elle a menacé. Rien n'y a fait. Nicolas a tenu bon. Pour lui, ce n'était que des idées de bonne femme. Dès qu'elle se serait remise de la mort de sa sœur, tout irait mieux. En tout cas, pas question de quitter la maison. Depuis, les relations entre eux sont devenues tendues. Le mot de divorce a même été prononcé. Le vent redouble de violence. Le chauffage fonctionne à merveille et pourtant Caroline se sent glacée. Bien sûr, c'est dans sa tête que cela se passe. C'est la peur qui la glace. La maison du malheur a déjà tué les 2 16 janvier précédents. Et aujourd'hui, elle va frapper encore une fois. Qui va être la 3e jeune personne égorgée? Qui? Sinon elle. Caroline Dupré se lève et parcourt des yeux la grande maison vide. Elle a un frisson lorsque son regard tombe sur le canapé, l'endroit où il y a 2 ans. Et pour comble de malheur, elle est seule. Nicolas est en voyage d'affaires en Allemagne. Il a quand même promis de rentrer pour dîner. C'est la seule concession qui lui a été faite lorsqu'il a vu dans quel état elle était. Et la perspective de passer seul la nuit du 16 janvier. Le soir est tombé. Caroline allume la lumière. Dehors, le vent se déchaîne. La maison est isolée et en pleine forêt. On entend les hurlements des bourrasques dans les arbres. Caroline se dit soudain que n'importe qui pourrait entrer en brisant un carreau. Elle va fermer les volets et donner un tour de clé supplémentaire à la porte. C'est à ce moment-là que le téléphone sonne. Elle décroche, saisie d'une violente appréhension. C'est la voix de Nicolas. « Chérie, tu m'entends ? Je veux avant tout que tu gardes ton calme. » Caroline a un cri. « Non, ce n'est pas vrai !» Écoute-moi bien, Caroline. Ne me dis pas que tu ne rentres pas. Ce n'est pas possible. Sois raisonnable. Mon avion n'a pas pu décoller à cause du mauvais temps. Mais je vais prendre le train. Je serai là demain matin. La jeune femme pousse un gémissement. Demain matin? Mais il sera trop tard. C'est cette nuit qu'il faut que tu sois là. C'est la nuit où la malheureuse femme a été assassinée. C'est la nuit où Juliette est morte. Au bout du fil, la voix de Nicolas se fait un peu plus sèche. Je t'interdis de croire à ces histoires. Je ne peux pas te parler plus longtemps. Je serai là demain matin. Caroline ne répond rien. Elle a éclaté en sanglots. Nicolas pousse un soupir. Écoute, si tu ne peux pas rester seule, demande à Françoise de venir te tenir compagnie. Bon, on attend le téléphone. Je t'embrasse. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Nicolas! Mais le récepteur n'aimait plus que la sonnerie pas libre. Nicolas a raccroché. Caroline raccroche à son tour. Elle reste hébétée. Elle est incapable de faire quoi que ce soit. Elle se sent prisonnière de quelque chose qui la dépasse. L'avion qui n'a pas pu décoller, c'est le dernier coup du destin. Que peut-on contre cela? Elle est perdue.
Elle pousse un cri. La lumière vient de s'éteindre. Elle est seule dans le noir. Évidemment, une panne avec un temps pareil, c'est logique. C'est même prévisible. Surtout une maison isolée comme cela, dans les bois, dans la forêt. Mais Caroline ne peut croire à la logique. Ou plutôt, si. Tout obéit à une autre logique. Une logique implacable et diabolique, déchaînée par la maison du malheur. Elle se décide pourtant à réagir. Elle se jette sur le dernier espoir qui lui reste. Nicolas avait raison. Françoise, son amie d'enfance, ne l'abandonnera pas. Elle acceptera de venir. Et à son côté, elle n'aura plus peur. Caroline décroche le téléphone et forme le numéro à tâtons. La voix de son amie la soulage déjà. « Françoise, il faut que tu viennes tout de suite. Nicolas ne peut pas venir, je suis toute seule dans le noir, j'ai peur. » Heureusement, Françoise comprend tout de suite la gravité de la situation. Il t'a laissé seul le 16 janvier. Il ne pouvait pas faire autrement. Tu vas venir, n'est-ce pas? Bien sûr, je suis là dans une demi-heure. Je te laisse, je saute dans ma voiture. Caroline se lève et avance sans rien voir. Les bougies sont dans le tiroir de la cuisine. Elle renverse un guéridon. Il y a un bruit de porcelaine cassée. Mais elle n'y prête pas attention. Tout cela n'a aucune importance. Enfin, elle s'empare des bougies. Elle en allume deux et revient dans le salon. L'atmosphère est peut-être plus sinistre encore que dans le noir complet. Ces deux petites lumières tremblotantes font penser à une veillée funèbre. Caroline Dupré regarde sa montre. Un quart d'heure s'est écoulé. Il reste un autre quart d'heure avant l'arrivée de Françoise. À ce moment-là, elle se sentira en sécurité. Mais est-ce qu'elle pourra tenir? Est-ce qu'il n'arrivera pas quelque chose avant? La demi-heure se termine et les minutes passent encore. Caroline se sent prise d'une autre frayeur. Pourquoi Françoise n'arrive-t-elle pas? Pourquoi est-elle en retard? Et si elle avait eu elle aussi un accident? Non, ce serait trop horrible. C'est à ce moment qu'on frappe à la porte. Elle se lève, se précipite, bousculant une chaise, manquant de se prendre les pieds dans le tapis. Elle cherche fébrilement les clés sur le meuble de l'entrée. Elle ouvre le verrou, la serrure. Un air glacé la saisit, mais elle éprouve un sentiment de libération. Françoise! Malgré l'obscurité, elle voit tout de suite que ce n'est pas Françoise. Françoise ne fait pas 1m80. Françoise n'est pas carrée d'épaule. Caroline comprend alors son impardonnable erreur. Elle aurait dû demander qui était là. L'homme avance lentement. Il est souriant. 16 janvier 1964, 8 heures du matin. À bord d'un taxi, Nicolas Dupré arrive devant la maison de Soissy-la-Forêt. La tempête de neige s'est arrêtée. C'est l'aube. Le paysage tout blanc est ravissant. Nicolas Dupré se prépare à critiquer gentiment mais fermement sa femme pour ses frayeurs de la veille. Soudain, il pousse un cri. « Mais qu'est-ce que c'est que cela ?» Cela, c'est une camionnette de gendarmerie et une autre voiture rangée devant chez lui. Nicolas bondit hors du taxi, en proie à une terrible appréhension. La porte est ouverte. Il s'y engouffre et se heurte à un lieutenant de gendarmerie qui le retient. « Monsieur Dupré ?»« Oui, laissez-moi tranquille. »« Il faut que je vous prévienne, monsieur Dupré. Votre femme a eu un accident. »« Un accident ?» Elle est sur le canapé du salon. Bousculant le gendarme, Nicolas se précipite dans la pièce. À la vue de la forme recouverte d'une couverture, il a tout de suite compris. Il la soulève en tremblant. Caroline est morte. Elle a la gorge
tranché. Nicolas Dupré se prend la tête dans les mains. Elle avait raison. Le lieutenant de gendarmerie lui pose la main sur l'épaule. C'est un tragique et stupide accident. Monsieur Dupré, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Enfin, monsieur qui est là vous le dira mieux que moi. Nicolas remarque alors dans la pièce un homme qu'il ne connaît pas. Un homme d'une trentaine d'années, à la carrure imposante. Il est tout pâle. Il semble bouleversé. Qui êtes-vous? Mon nom ne vous dira rien. Je suis là par hasard. Un tragique hasard. Et l'homme raconte son incroyable histoire. Comment et pourquoi est morte Caroline Dupré? C'était hier soir. J'étais au volant de ma voiture quand celle qui était devant moi a dérapé sur une plaque de verglas. Elle a fait un tête-à-queue et elle est rentrée dans un arbre. Je me suis arrêté pour porter secours au conducteur. C'était une jeune femme brune d'une trentaine d'années. Nicolas pousse un cri. « Françoise !» Oui, c'est cela, c'était son prénom. J'ai oublié son nom de famille. Elle était blessée à la tête, mais pas très gravement à ce qu'il m'a semblé. Mais elle perdait beaucoup de sang. Je l'ai prise dans ma voiture et je l'ai conduite au café de Soissy. Là, j'ai téléphoné pour appeler un médecin. Nicolas se lève brusquement et s'approche de l'homme, le visage crispé, les poings serrés. Quel rapport avec ma femme? C'est cette Françoise qui m'a demandé d'aller la voir. Elle m'a dit que c'était très important, qu'elle ne pouvait pas rester seule. Je voulais lui dire qu'elle avait eu un accident et l'emmener auprès d'elle à l'hôpital. Et alors? C'est ce que j'ai fait. Enfin, ce que j'ai voulu faire. Qu'est-ce que vous avez fait? L'homme devient plus blanc encore. Il se tord les mains. Rien de mal, je vous jure. J'ai frappé parce que la sonnette ne marchait pas à cause de la coupure du courant. Et votre femme m'a ouvert. Je n'ai pas eu le temps de lui dire un mot. Elle a poussé un cri terrible. Je n'oublierai jamais ce cri. C'était un cri d'horreur. Nicolas Dupré tente de se jeter sur l'homme, mais les gendarmes le retiennent. « C'est vous qui l'avez tué !»« Mais non, je ne voulais pas lui faire peur. J'avais même fait attention de sourire pour la rassurer. Elle s'est enfuie en courant dans le noir, et c'est alors que c'est arrivé. » L'homme s'effondre sur son fauteuil. Le lieutenant de gendarmerie prend le relais. Votre épouse, en proie à la panique, s'est précipitée dans le noir. Elle n'a pas vu la porte vitrée du couloir qui était fermée. Elle s'y est jetée la tête la première et s'est ouvert la gorge. Elle avait perdu tout son sang. Nous ne pouvions plus rien faire. Nicolas Dupré secoue la tête d'un air anéanti. C'est elle qui avait raison. Je suis un imbécile, un criminel. Nicolas Dupré a vendu la maison du malheur pour une bouchée de pain. À ce prix-là, c'était un cadeau. Mais un cadeau empoisonné.